Bienvenue sur Géopolitis. C'est l'opération de la dernière chance, l'ultime possibilité de mettre la main sur les derniers des responsables nazis, disons les derniers survivants. L'Allemagne officielle est déterminée à aller jusqu'au bout, une démarche qui a trait à l'histoire, au passé, mais aussi au présent, à une époque où, en Allemagne et aussi ailleurs, en Europe, l'idéologie nazie n'est pas morte et trouve encore, surtout chez les jeunes, un écho aussi surprenant qu'inquiétant. En ce qui concerne le passé, c'est donc la recherche des survivants, lesquels ne sont ni d'anciens hauts dignitaires du régime, ni des grands chefs idéologiques. Ce sont des petites mains du nazisme, des gardiens, des fonctionnaires, tel ce comptable d'Auschwitz récemment condamné à 4 ans de prison. Quant au présent, il s'agit de ces jeunes qui défilent, salut hitlérien visible, croix gammée déployée et propos nazis ouvertement proférés. Cette volonté de condamner le passé comme pour mieux dénoncer le présent, c'est le thème de cette édition de Géopolitis. En ce qui concerne le passé, on est en droit légitimement de se poser la question, pourquoi donc la justice allemande se réveille-t-elle si tardivement? Sous-entendu, pourquoi ne pas avoir pourchassé, jugé et condamné lorsqu'il en était encore temps tous ces anciens dignitaires et sicaires nazis? Il faut prendre en compte le fait qu'entre 1969 et 2011, les procureurs allemands avaient tendance à considérer que de toute façon, toute enquête sur un ou des crimes nazis était vouée à l'échec, car la Cour fédérale de justice avait rendu un arrêt considérant qu'un employé d'un camp de concentration n'était pas forcément coupable de crimes, à moins qu'on puisse le prouver. Par ailleurs, il n'y avait peut-être pas de volonté politique de faire aboutir certains de ces procès. Autre temps, autre politique, autre désir de justice, même si celle-ci doit faire œuvre de jugement en ce qui concerne des seconds couteaux, d'où cette campagne. Il est tard, mais pas trop tard. Sur l'affiche, une photo noir et blanc du camp d'Auschwitz avec ce message « Il n'est pas trop tard ». Une campagne de pub pour retrouver les derniers criminels nazis. Baptisée « Opération de la dernière chance », la traque est relancée par cet homme, un célèbre chasseur de nazis. Des millions d'innocents ont été assassinés par des nazis. Certains de ces criminels sont toujours en vie et n'ont jamais été inquiétés par la justice. Dans 2 ou 3 ans, il sera trop tard. C'est notre dernière chance de les retrouver. Et pour cela, de l'argent est promis, jusqu'à 25 000 € de récompense pour toute information sérieuse. En cette année 2016, ce sont 3 autres anciens gardiens de camp qui vont être jugés. Une occasion, la dernière vraisemblablement, de confronter victimes et bourreaux. Comme l'a dit une rescapée, eux étaient peut-être des seconds couteaux, mais nous, les victimes, nous étions des victimes à part entière. Ce devait être le dernier procès, avec le dernier participant direct ou indirect à la barbarie nazie. L'année dernière, la justice allemande avait condamné à 4 ans de prison Oskar Gröning, celui qu'on avait appelé le comptable d'Auschwitz, fonction qu'il avait du reste réellement occupée et qui, selon lui, n'était pas une participation effective au massacre de dizaines de milliers de juifs. Oskar Gröning avait toutefois confessé ce qu'il avait appelé une faute morale et il avait demandé pardon aux quelques 70 parties civiles venues du monde entier. Among those who'll give evidence against him, Eva. I was 10 years old. I was used an experiment by Mengele. One of the twins survived. En cette année 2016, on va, dans des circonstances assez similaires, juger Reinhold Hanning, 94 ans, ancien membre des SS de l'unité Totenkopf, en poste lui aussi à Auschwitz entre janvier 1943 et juin 1944. Il était affecté à la rampe du camp, c'est-à-dire cette plateforme de l'entrée du camp où les arrivants étaient triés. Autre accusé, cette fois devant un tribunal de Poméranie occidentale, Hubert Zafke, 95 ans aujourd'hui, en poste au service sanitaire de ce même camp d'Auschwitz, suivra un procès contre une femme, Elma Kisser, 92 ans, ancienne employée télégraphiste au camp de Birkenau, a signalé que 9 autres enquêtes sont en cours visant 6 autres gardiens de camp et 3 membres de la division SS Hitlerjugend
impliqués dans le massacre de 80 civils à Ascq en France. Les images que vous voyez sont historiques. Elles datent de 1933. Elles constituent le tout premier film ou document anti-nazi tourné par une équipe américaine, tourné en Allemagne. Il faut le préciser, des images que l'on croyait à jamais perdues et qui ont été retrouvées il y a 3 ans dans la Cinémathèque royale de Belgique. 80 ans plus tard, d'autres images, d'actualité cette fois, viennent illustrer la persistance ici et là, y compris en Europe, d'idéologies proches du nazisme, voire se réclamant de la doctrine hitlérienne. C'est le cas du petit parti NSU, en Allemagne, NSU voulant dire clandestinité nationale socialiste, et dont les membres sont actuellement jugés pour 10 meurtres racistes. C'est le cas en Autriche, où 2 groupes néo-nazis ont été démantelés, en Slovaquie, où un candidat militant néo-nazi avait été élu à un poste de gouverneur régional. C'est le cas aux États-Unis, où un minuscule mais actif groupe néo-nazi à tendance suprémaciste voulait s'établir durablement dans une petite localité du Dakota du Nord. C'est enfin, bien sûr, le cas en Grèce, avec le mouvement Aube dorée qui professe ouvertement des thèses proches de l'idéologie nazie. L'invité de Géopolitis, Sébastien Gay, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à la faculté des lettres de l'Université de Lausanne. Vous connaissez cette période nazie, vous avez travaillé sur cette question. La première question, justement, c'est tous ces procès de second couteau. Est-ce que c'est important, je dirais, en termes d'histoire, de reconnaissance des faits? C'est important ou c'est anecdotique, à votre avis? Non, c'est... Du point de vue historique, il y a 2 choses, en tout cas, très importantes dans ces procès. La première chose importante, c'est que certes, ce sont des seconds couteaux. Certes, ce sont... C'était des petits jeunes, disons. Voilà, des gardiens de prison. Mais ce que il faut comprendre, alors on pourrait se dire, c'est un peu justement des gens qui sont pas forcément responsables. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la machine de destruction, la machine d'anéantissement, la machine de mort, si vous voulez, mise en place par les nazis, fonctionne de manière exceptionnellement efficace et elle fonctionne jusqu'à la fin, puisque jusqu'à l'extrême, au dernier jour de la guerre, jusqu'au début mai, cette machine fonctionne encore. Les camps de travail, les camps d'anéantissement, donc les camps de la mort, et, disons, les massacres de civils, de femmes et d'enfants. Vous voulez dire qu'elle fonctionne grâce à ces seconds couteaux aussi? Et précisément, elle fonctionne aussi bien parce qu'il n'y a pas seulement, disons, un engagement passif qui pourrait même être relativement réticent de la part des sans-grades, si vous voulez, mais du haut au bas de l'échelle, il y a un engagement fort, il y a une adhésion forte, il y a même, on peut aller jusqu'à le dire, un certain zèle par des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de ces sans-grades. Et ce zèle se manifeste par, on a d'innombrables témoignages à ce propos, la cruauté, l'inhumanité dont de très nombreux de ces simples gardiens ont fait preuve à l'égard de leurs victimes. Alors, en ce sens-là, c'est intéressant que ces procès aient lieu. Parce qu'au moins, ça rappelle ce que vous dites. Tout à fait. Ça rappelle ceci et ça rappelle que quand vous avez commis des choses horribles, quand il s'agit de véritables crimes contre l'humanité, vous n'êtes jamais hors d'un jugement, hors de la justice. Et c'est ce qui m'amène, si vous permettez, à la deuxième considération. Il y a quand même quelque chose d'un peu pathétique dans toute cette affaire de voir, disons, ces vieillards de plus de 90 ans se faire condamner. Et ça soulève, à mon avis, un point qui est absolument crucial. C'est qu'en Allemagne, et c'est encore plus vrai pour l'Autriche ou pour l'Italie fasciste, voire pour le Japon, il n'y a pas eu de véritable dénazification ou défascisation de ces pays. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a eu évidemment des dizaines de procès. Le procès le plus fameux, c'est Nuremberg. Et il y a des centaines de procès qui suivent. Il y a eu Klaus Barbie, Kurt Lischka, il y en a eu plusieurs. Mais le nombre de personnes incriminées par ces procès est extrêmement restreint.
Combien à peu près? Juste une idée. De l'ordre de 10 à 12 000. Oui. Et c'est pour l'essentiel, donc, les très, très hauts dirigeants de l'appareil militaire ou de la SS, etc., etc. C'est ce qui signifie, si on considère que cet appareil de mort, cet appareil de destruction, c'est des centaines de milliers, probablement même pas loin d'1 million de personnes qui participent. Et souvent, c'est un tout petit pourcentage. C'est une tête d'épingle. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que les Allemands, si j'ose dire, essayent de se rattraper maintenant sur le travail, à propos du travail qu'ils n'ont pas fait auparavant? Non, j'ai pas l'impression que l'État allemand cherche à se rattraper. Le problème, c'est que du point de vue des alliés, des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, donc de Truman, de Churchill ou même de Gaulle, il n'y a pas de véritable volonté de faire, disons, une véritable dénazification qui aura impliqué des procès qui engagent des centaines ou qui condamnent des centaines de milliers de personnes. Alors, est-ce que ces procès, au-delà de ce que vous dites, sont intéressants aussi au vu d'une certaine résurgence d'une idéologie nazie qui se fait jour ici et là, même en Europe et particulièrement chez les jeunes? Il y a un lien. Je pense pas qu'il y ait forcément résurgence de l'idéologie nazie, avec ce qu'elle a de spécifique, notamment l'antisémitisme virulent, peut-être qu'on y reviendra. Il y a une résurgence très forte d'un certain nombre de thématiques de l'extrême droite, en particulier du chauvinisme ou du racisme ou de la xénophobie exacerbée. Mais ça fait pas encore le nazisme. Non, c'est certaines des composantes. Tout à fait. Une question qui va se poser dans le courant de cette année 2016. Est-ce qu'il faut publier à nouveau le livre d'Hitler, Mon combat, Mein Kampf? Si on le publie, est-ce qu'il faut le lire? De toute façon, vous allez lire parce que vous êtes un spécialiste, bien sûr. De toute façon, Mein Kampf, oui, je l'ai lu il y a effectivement 25 ans, quelque chose comme ça. Mein Kampf est disponible dans les bibliothèques, donc qui veut le lire peut le lire. Vous le trouvez bien évidemment sur Internet, vous trouvez les innombrables discours, monologues, etc. de Hitler sans aucun problème sur Internet. Donc, pour moi, ça serait absurde le débat sur la question de la publication, de pas la publication. Mais comment faut-il le lire alors? Alors, il faut comprendre une chose, c'est que Mein Kampf, c'est pas un livre classique d'analyse politique, etc. C'est au fond une sorte de brouet, je dirais même une sorte, excusez-moi l'expression, mais une sorte de diarrhée verbale, ressassant sur des centaines de pages 2 ou 3 idées obsessionnelles de son auteur, Adolf Hitler. Et c'est pas du tout un livre qui essaye de démontrer, de persuader par la raison, si vous voulez, d'une certaine vision du monde. Donc, même un des principaux dirigeants du parti nazi, Otto Strasser, dira, je le cite de mémoire, c'est un ramassis de banalités, de jugements superficiels et de haine personnelle, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas du tout une démonstration. Ce n'est pas un manifeste, ce n'est pas un résumé d'idéologie. C'est quelque chose qui vise à conforter les propres préjugés de Hitler et surtout les préjugés de ses lecteurs. Et le préjugé central sur lequel est construit l'ensemble du livre, c'est que le monde est expliqué par une seule dimension, c'est la lutte des races. Attention, une lutte à mort. Il ne s'agit pas de démontrer, il ne s'agit pas d'expliquer, il ne s'agit pas d'une analyse rationnelle, il s'agit d'une sorte de ressassement, parce que, encore une fois, le nazisme, les nazis, Hitler s'intéresse pas à convaincre par la raison. Non. Il déteste la raison. Il vise à, disons, inculquer un certain nombre de valeurs, pas de concepts, de valeurs, et si vous voulez, de réflexes conditionnés, de réflexes pavloviens, dont l'antisémitisme et l'anticommunisme chez leurs membres. Alors, on va voir un peu quel accueil aura effectivement la réédition de Mein Kampf dans le courant de cette année 2016. Merci, Sébastien Guay. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à la faculté des lettres de l'Université de Lausanne. Merci à vous. Merci.